Monsieur l'ambassadeur de Guinée en Chine, Messieurs les représentants des autorités chinoises, Messieurs et Mesdames les opérateurs économiques, camarades étudiants et stagiaires guinéens en République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir en ce jour solennel de m'adresser à vous, au nom de tous les étudiants et stagiaires guinéens ici présents, pour vous souhaiter cordialement la bienvenue en République populaire de Chine, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Comme on le dit en chinois, Point Yin Meng Lai Tungo. Au nom des étudiants et stagiaires guinéens, nous vous exprimons notre satisfaction pour le travail que vous réalisez dans les différents secteurs du développement économique depuis votre arrivée à la magistrature suprême de la Guinée. Nous réitérons notre confiance en vous pour que la Guinée trouve sa place au concert des pays développés, puisqu'elle possède toutes les ressources naturelles et humaines dans cette perspective. La coopération et l'amitié scellées dans des domaines variés entre la nation guinéenne depuis les premières heures de son indépendance, avec de nombreux pays à travers le monde, notamment la Chine, a assuré entre autres la formation de nombreux cadres dont nous sommes les présents bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président, tous les étudiants guinéens vivant en Chine vous remercient des œuvres gigantesques que vous êtes en train de réaliser pour le bonheur de tous les Guinéens. Certes, très loin de la Guinée, mais nous suivons avec intérêt l'évolution économique et sociopolitique de notre chère Guinée. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, vous avez obtenu des résultats parmi lesquels on peut citer. La décrispation de l'atmosphère politique, la suppression de l'impôt par capita qui, dans le passé, a causé l'humiliation de nombreux chefs de famille, la construction des infrastructures routières, la construction des écoles et édifices administratifs, l'implantation des usines, la rénovation de plusieurs centres de formation, la réforme des forces de défense et de sécurité, les réformes du secteur de l'électricité, dont la construction du barrage hydroélectrique de Caleta, aujourd'hui la satisfaction de la population en général, et particulièrement la relance du secteur agricole avec un investissement de plus de 200 milliards de Guinée nouveaux francs. Sur le plan économique, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour la stabilité macroéconomique. Dans le secteur minier, il y a eu l'élaboration d'un code minier, la révision des contrats miniers, la création de la Société guinéenne du patrimoine minier SOGIPAM pour la gestion du portefeuille de l'État, l'admission de la Guinée à l'initiative de la transparence dans l'industrie extractive ITIE, l'achèvement de l'initiative PPE. La liste est loin d'être exhaustive. Vous êtes pour nous le modèle de président qui puisse permettre à notre pays de trouver ses bases réelles d'un développement harmonieux pour le bonheur de tous les Guinéens, et raison pour laquelle nous voulons vous rassurer être déterminés à vous accompagner dans l'accomplissement de vos nombreux programmes de société en République de Guinée. Toutes ces réalisations illustrent éloquemment notre degré de satisfaction et nous permet de lancer le slogan Président bâtisseur. Excellence, Monsieur le Président, le développement est avant tout un état d'esprit collectif, c'est-à-dire qui demande la participation de tous. La Guinée possède d'immenses potentialités pour son décollage socio-économique, qui repose en grande partie sur la jeunesse, qui constitue une couche déterminante dans le changement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi nous vous prions de continuer sur la relance des efforts qui visent à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des programmes spécifiquement consacrés aux jeunes. Au titre des doléances,
Excellence, Monsieur le Président, permettez-nous de vous expliquer nos propres problèmes et solliciter auprès de votre bienveillance leur prise en compte, puisque vous êtes le père de la nation guinéenne, capable de nous écouter et de nous aider. Parmi nos doléances, nous pouvons citer 1. La revalorisation du complément de bourse et son octroi à tous les étudiants guinéens régulièrement inscrits dans une des universités en Chine. L'octroi d'un billet d'avion aller-retour pour les vacances chaque année ou chaque 2 ans au moins. L'octroi d'une prime de retour au bercail pour l'étudiant en fin de cycle. La possibilité de recensement et d'acquisition de passeports biométriques à partir de notre ambassade en Chine. Aussi, Monsieur le Président, nous avons parmi nous ici des fonctionnaires qui ont un problème d'arriéré de salaire de 10 à 11 mois survenu lors du recensement biométrique. Leurs familles respectives vivent aujourd'hui dans des conditions défavorables au pays. Nous vous prions de venir en aide pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. En effet, nous n'avons pas tellement besoin d'énumérer ces difficultés, puisque même ayant été président de la FEAM, Fédération des étudiants africains noirs de France, aviez bien voulu accepter de défendre l'intérêt de tous les étudiants noirs en France avec succès. Excellence, Monsieur le Président de la République, n'ayant pas énuméré tous les problèmes ici, pour ne pas abuser de vos instances, nous vous prions d'accepter de prendre en compte le contenu de notre mémorandum. Nous avons dans notre enveloppe un mémorandum que nous vous prions de bien vouloir consulter pour nous venir en aide. Enfin, pour terminer cette allocution, permettez-moi, au nom de tous les étudiants et stagiaires guinéens à la République populaire de Chine, de remercier les autorités chinoises pour leur effort inlassable en vue de la formation des cadres guinéens. Excellence, Monsieur le Président, nous attirons votre attention toute particulière aux difficultés financières que traversent les étudiants et stagiaires guinéens en Chine. Vive le président, professeur Alpha Condé, vive l'amitié et la coopération sino-guinéenne, que Dieu bénisse la Guinée dans une Afrique paisible, unie et prospère. Je vous remercie. On applaudit pour le lecteur. C'est au tour du président. Excusez-moi, pardon. 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 Comment ça va? Ah, bah, félicitations. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. D'abord, je dois m'excuser. Il fallait que vous étiez à l'aéroport. Mais Excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, laissez-moi passer. Je ne sais pas de quel Vous avez fait 1h30, on s'attendait à 2 heures. Ils étaient en route quand nous avons démarré. Donc, ils n'étaient pas à l'aéroport. D'abord, je dois vous dire, je suis venu en tant que président de la République.
président de tous les Guinéens, tout parti, toute tendance confondue. D'abord, je suis surpris de constater qu'il y a tant de Guinéens en Chine. Et surtout à... C'est vrai que la Guinée a été le premier pays d'Afrique noire à établir des relations diplomatiques avec la Chine en 1959. Et de là jusqu'à aujourd'hui, nous avons été toujours fidèles à l'amitié avec la Chine, nous avons toujours soutenu la Chine. La Chine sait aussi que la Guinée était un des leaders des 22 pays qui se sont battus pour que la République populaire de Chine trouve sa place à la place de Taïwan au Conseil de sécurité et aux Nations Unies. Malheureusement, pour un certain nombre d'aléas, on n'a pas tiré tous les bénéfices de cette longue amitié. C'est vrai que la Chine nous a accompagnés beaucoup pendant la Première République. Malheureusement, toutes les usines construites ont disparu. Que ce soit l'usine de thé de Massanta, que ce soit l'usine de sucre de Koba et beaucoup d'autres, etc. Donc, nous n'avons pas d'autres pays qui sont venus bien après, ou même qui reconnaissaient Taïwan qui sont venus après, ont pu profiter que nous. Mais ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement chinois. Parce que nous avons manqué de constance et de suivi. Dernièrement, j'ai constaté qu'il y a une société, c'est Sikikoda, non? Donc, après le passage du président Conté ici, cette société a été créée pour l'aménagement de 20 000 hectares dans la Koba. Je ne sais même plus si cette société existait, c'est par hasard que je suis tombé dessus. Or, cette société qui devait aménager 20 000 hectares est presque quasi à l'arrêt. Donc, non seulement nous n'avons pas bénéficié comme il fallait, mais ce que la Chine nous a apporté, à part la maison du peuple, etc., rien n'est resté. Quand je suis venu en 2011, j'avais dit au président Injintao que la Chine était une chance pour la Guinée et la Guinée une chance pour la Chine. En effet, la Chine est le principal consommateur de matières premières et la Guinée regorge de matières premières. La Guinée a besoin d'infrastructures, de routes, de ponts, de chemins de fer, de ports et d'énergie. C'est la Chine qui a besoin de nous fournir. Malheureusement, les conditions de l'époque n'ont pas permis, parce que d'abord, il a fallu qu'on négocie avec le Fonds monétaire. Parce que comme tous les autres pays ont eu des PPTE, mais la Guinée n'avait pas eu. Donc, ensuite, beaucoup de nos mines avaient été bradées à des personnes qui ne pouvaient pas les exploiter. Nous avons donc été obligés d'engager ce combat pour récupérer ces mines. Ce qui fait le partenariat stratégique que nous avons voulu avec la Chine, n'avons pas pu le faire à cette époque. Mais cela reste toujours notre objectif principal. Dieu merci, nous arrivons ici au moment où les choses sont en train de changer. Hier, le Fonds monétaire a approuvé la dernière revue, 8e revue, qui met fin à notre programme formel avec le Fonds monétaire en ce qui concerne. Nous avons réussi à récupérer nos mines. Malheureusement, nous devons le faire au moment où le fer est très bas. Rio Tinto est vers la mine la plus riche au monde, Simandou. Ils ont gagné beaucoup d'argent en bourse. Parce que quand ils étaient en bourse, c'est Simandou qui le présentait. Ils ont gagné beaucoup d'argent pendant 7 ans. Ils n'ont rien fait en Guinée. Et lorsque les prix ont beaucoup baissé, ils ont décidé de partir. Heureusement, ils ont signé un... Je sais que nous sommes très en retard. Très en retard. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas... notre agriculture n'existe quasi pas, les usines ont disparu, etc. Mais vous êtes en Chine, donc je suppose que vous connaissez un peu Mao, peut-être, je suppose.
Je ne suis pas très sûr. Le président Mao disait qu'une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. Donc, au fond, notre retard, c'est mauvais, mais ça peut être notre chance aussi. Je vais prendre un seul exemple. Hier, pour avoir le téléphone, il fallait tirer un long câble. Aujourd'hui, avec votre GSM, vous pouvez téléphoner n'importe coin de la Guinée ou du monde. Donc, l'accélération de l'histoire et le développement des nouvelles technologies fait qu'aujourd'hui, nous pouvons faire en 2 ans ce que les autres ont mis 15 ans. Mais cela suppose 2 choses. La maîtrise de l'énergie et la maîtrise des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons fait de la maîtrise de l'énergie notre bataille principale. Mais ce n'est pas seulement le problème de la Guinée. L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Sur les 1 milliard, il y a 700 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. Si on prend toute l'Afrique. Et si on prend l'Afrique au sud du Sahara, ce n'est plus 7 sur 10, mais c'est 8 sur 10. Mais nous avons engagé une bataille grâce à Kaleta. Nous avons fait faire comprendre que l'Afrique aujourd'hui est capable de maîtriser l'énergie. C'est pourquoi lors du COP21 à Paris, nous avons fait une pétition qu'on a adressée au président Hollande pour dire que si nos préoccupations ne sont pas prises en charge, aucun ministre africain ne signera le COP21. Dieu merci, les préoccupations ont été prises en charge et le COP21 a décidé de financer pour 10 gigawatts en Afrique et l'Union européenne 5 gigawatts. Mais nous avons lancé un défi. Est-ce que l'Afrique est capable de parler d'une seule voix? Là aussi nous avons pu, puisqu'en janvier 2015, l'Union africaine m'a désigné pour être le président qui va parler au nom de toute l'Afrique pour l'énergie renouvelable. Et nous avons pu mettre en place une structure aujourd'hui, une gouvernance sur l'énergie renouvelable, et nous allons signer une déclaration commune avec l'Union européenne à Marrakech. Donc nous avons commencé à avoir l'énergie. Mais Kaleta seul ne suffit pas. Vous savez que les barrages, en période de pluie, donnent leur grande capacité, mais en période d'étiage, la production diminue beaucoup. C'est le cas de Kaleta, c'est le cas de Garafili. C'est pourquoi nous avons lancé tout de suite le programme de construction de Swapiti. Swapiti a un double avantage. Non seulement il va donner 450 MW, ce qui est beaucoup, mais il va réguler le cours de... Il va réguler Kaleta et Garafili. Ça veut dire qu'après la construction de Swapiti, Kaleta donnera toute l'année 240 MW et Garafili 70 MW. Nous avons aussi donc, et ça c'est aussi grâce à la coopération chinoise. Nous avons été vite parce que nous avons choisi ce WE, parce que l'analyse de ce WE de la Banque mondiale était identique. Nous n'avons pas fait d'appel de pourquoi. Ce même KPMG, qui était notre consultant, a fait le remarquer que Swapiti se trouve à 6 km de Kaleta. Ils avaient déjà le matériel et le personnel. Donc ça pouvait aller beaucoup plus vite. C'est pourquoi nous avons tout de suite commencé à signer avec ce WE pour faire Swapiti. Il vient de nous offrir voilà, ça c'est Swapiti, ça c'est Kaleta. Swapiti à 6 km de Kaleta. C'est la maîtrise de l'énergie, parce que j'ai dit toujours aux Guinéens que c'est les Guinéens qui n'aiment pas la Guinée, mais Dieu aime la Guinée. Parce que nous sommes à la fois un scandale géologique avec tous nos matières premières et un scandale agricole avec nos possibilités. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent des ressources en Guinée. Donc, la Guinée peut non seulement fournir l'électricité pour défendre la Guinée, mais aussi vendre l'électricité à nos pays voisins. Donc, nous avons négocié aussi l'interconnexion pour que nous puissions fournir du courant au Mali, au Sénégal, etc. Cela est extrêmement important parce que sans énergie, vous pouvez en Chine, vous ne savez pas, sans énergie, il n'y a pas de vie. L'énergie d'abord est à la base. Mais la deuxième chose, c'est la maîtrise de savoir. Vous avez dit qu'il faut donner des bourses à tous les gens inscrits. Mais c'est ça qui a été l'erreur de la Guinée. Pourquoi on n'avance pas? On doit former les gens dans les
dans des études qui servent l'économie. Si vous formez des gens pas en conformité avec l'économie, vous formez des chômeurs. C'est ça qui est arrivé à la Guinée. C'est pourquoi nous avons décidé, nous avons mis en place une commission, nous avons décidé de donner des bourses que dans certaines matières, pas dans toutes les matières. Nous sommes en train de construire des barrages. Mais si on n'a pas un ingénieur, des ingénieurs, c'est des étrangers qui vont venir. Nous sommes en train de développer des mines. Mais si nous n'avons pas des ingénieurs dans le secteur, c'est des étrangers qui vont venir. À quoi ça sert de former 100 juristes quand ils ne peuvent avoir que 2? Pendant ça, on a besoin de 100 ingénieurs dans les mines, on n'en forme que 10. Donc, nous donnons des bourses aux étudiants qui font des études dans le domaine de la géologie, des mines, des nouvelles technologies. On ne va pas donner pour les gens qui font lettres. On ne va pas faire la démagogie pour former des chômeurs. Donc quand ils finissent, ils n'ont pas de travail. Donc, il faut que désormais, et ensuite, il y a un non-sens. La bourse quand même, c'est comme un certain critère de valeur. Si on veut faire la promotion, si on veut encourager les gens, il faut qu'on encourage les meilleurs. Évidemment, il y a des bourses sociales, mais il faut qu'on ait notre vision. Il faut que les Guinéens s'intéressent aux secteurs qui vont permettre à notre pays de se développer. Et ça, c'est les nouvelles technologies, c'est l'informatique, c'est la maîtrise des domaines techniques. Donc, il faut que vous entrez de plus en plus vers ces secteurs, ce qui est fondamental. Ensuite, le fait que les richesses n'aient pas été exploitées, c'est une mauvaise chose, parce que ça n'a pas développé. C'est en même temps une bonne chose, parce que les richesses n'ont pas été pillées, parce que les richesses sont là. C'est-à-dire que nous pouvons demain les utiliser pour faire une partenariat stratégique avec la Chine, en contrepartie des infrastructures qu'ils vont faire, nous les livrons de matières premières. C'est pourquoi le but principal de notre voyage aujourd'hui, c'est le partenariat stratégique que nous avons établi avec la Chine, qui finance nos infrastructures, les routes, le port, le chemin de fer, l'aéroport, l'énergie et l'agriculture. Parce qu'avec l'adduction d'eau, nous pouvons faire 3 cultures par an. C'est-à-dire, non seulement nous pouvons devenir autosuffisants, mais nous pouvons nourrir toute l'Afrique de l'Est. Voilà donc le challenge auquel nous sommes confrontés. Mais cela suppose qu'on se comporte en Guinée, ce que vous ne faites pas. Tel est Peul, tel est Malinké, tel est Soussou. Mais lorsqu'il y a eu le Bola, il y a des Peuls au Mali, il y a des Malinké au Mali, il y a des Soussous en Sierra Leone, non, pardon, en Guinée-Bissau, c'est ça. Mais quand on a fermé les frontières du Sénégal, on a fermé à qui? Ça doit vous faire réfléchir. Avant d'être Peul, Malinké, Guérzé, Thomas, Nalou, vous êtes d'abord Guinéen. La Guinée est en retard à cause de ce comportement ethnocentrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième, le Guinéen n'aime pas le bonheur du Guinéen. Le troisième, c'est le mensonge. Les Guinéens, plus le mensonge est gros, plus ils y croient. Alors, si nous voulons que la Guinée avance, je sais que beaucoup n'aiment pas nos révolutions culturelles et circulées, mais si on veut que la Guinée avance, il faut d'abord qu'on fasse une évolution culturelle, c'est-à-dire qu'on change de mentalité. Vous qui êtes à l'extérieur, la Chine a plus d'1 milliard d'habitants. Comment ça se fait que ce pays avance? Comment? Pourquoi? Réfléchissez beaucoup. Comment 1 milliard n'ont pas avancé d'un pays semi-colonial et semi-féodal devenir la deuxième puissance du monde au bout de combien en 2010? Mais nous pouvons faire plus. Nous sommes moins nombreux. Nous avons l'avantage
d'avoir de nouvelles technologies, donc de pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais cela suppose l'unité, l'unité, l'unité. Tout à l'heure, si j'étais à la place de l'ambassadeur, il n'y aurait eu qu'un seul discours. Parce qu'ici, c'est la communauté guinéenne, je suis président de la République de Guinée. Je ne suis pas RPG, je ne suis pas professeur, je suis président de la République de Guinée. Et je veux dire, j'espère que vous allez réfléchir sérieusement. En ce qui concerne les passeports biométriques, bien sûr, ça a commencé à Conakry, mais nous allons doter toutes les ambassades d'appareils pour faire progressivement pouvoir faire les passeports biométriques, parce que c'est une nécessité pour que les gens ne se déplacent plus. Les visas, je crois que dans les relations avec la CEPORAM, nous allons établir que ceux qui ont les passeports diplomatiques et les services puissent voyager sans visa. Mais le des visas pose beaucoup de problèmes. D'abord, le comportement dans le pays. Oui. J'étais en Indonésie, la Guinée était sur la liste rouge. Pourquoi? Parce que beaucoup de Guinéens sont en prison pour trafic de drogue. Mais il y a beaucoup de Maliens, Nigériens, Ghanéens qui sont en prison comme Guinéens alors qu'ils ne sont pas Guinéens. Pourquoi? Parce que le trafic de passeport est un exercice systématique en Guinée. Donc, il y a beaucoup d'ordres à mettre à l'intérieur de la Guinée. Les passeports, la plupart des gens qui sont en prison aux États-Unis avaient des passeports diplomatiques. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Si même les gens qui ont des passeports diplomatiques sont des gens de trafiquants de drogue. Donc, si vous voulez que les pays, si vous avez des visas facilement, il faut que vous ayez un comportement dans ce pays qui vous fasse respecter. Mais si on a des Guinéens pour trafic de cela, comment voulez-vous que les gens donnent facilement? Et quand des Ghanéens ou des Nigériens ont des passeports guinéens se font arrêter, comment voulez-vous que les gens nous donnent? Donc, il y a à la fois la santé du gouvernement, parce que les faux passeports, c'est pas que vous les faites, c'est en Guinée que ça se fait. Mais il y a aussi, vous aussi parfois, les Guinéens aiment un peu ce qu'on appelle débrouillardise. Hein? Donc, sur tout ça, nous devons évoluer. Notre objectif aujourd'hui, c'est, comme nous sommes en train de sortir du carcan dans lequel nous étions, vous avez parlé de Sogipami, l'étudiant. Mais lorsque je devais avoir le PPTE, j'ai rempli toutes les conditions. Le Fonds monétaire m'a dit, vous avez toutes les conditions, mais je ne veux pas vous donner le PPTE si vous ne changez pas le statut de Sogipami. Mais ça n'a rien à voir. Si vous ne changez pas, vous n'allez pas avoir de PPTE. Pourquoi? Vous voulez faire comme votre ami Dos Santos avec Sonangol. Effectivement, j'ai créé Sogipami. Pourquoi? Pour que Sogipami puisse être un holding qui capte toutes nos actions dans les sociétés minières et que Sogipami puisse faire des emprunts sans garantie de l'État. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Mais est-ce que j'avais le choix? Il fallait accepter, parce qu'on finit de la dette. Donc, ça nous a posé beaucoup de contraintes. Mais il fallait passer par là. Dieu merci, ces contraintes sont en train d'être levées. Donc, si Dieu nous aide, nous pouvons avoir les résultats qu'on aurait souhaité avoir en 2011, qu'on n'a pas pu avoir en 2011, à cause de cette situation financière. Aujourd'hui aussi, nous avons la maîtrise de nos mines. Bien sûr, le minerai de fer a beaucoup baissé, mais la bauxite est encore rentable. Quand je suis arrivé, la Guinée avait à peine 13 millions de tonnes de bauxite. Cette année, la société Winning, celle qui fait l'implantation par le fleuve, va faire 13 millions. Nous avons Russal qui va commencer à exploiter Dian. Si vous suivez la télévision, il y a une semaine, il y a 2 mois, j'ai été pour le deuxième port sur le fleuve pour Winning. Et il y a quelques jours, j'ai été à Kamsar pour le port de Gat. Parce que si nous avons un meilleur bauxite, l'Australie est plus près de la Chine. Donc nous sommes désavantagés pour le transport. Mais avec le port en eau profonde, nous rattrapons ça. Parce que les bateaux qui vont venir maintenant sont des bateaux qui font 4 fois les autres bateaux. Donc,